si ça le souhaite, si j'y arrive. Allez. Problème réseau. Non, non, j'ai essayé. C'est là, c'est dedans. Ouais, problème réseau, effectivement, ça m'affiche. Mais c'était là depuis le début. Ouais. Depuis le début, on l'a. Ouais. Parce que tu es connecté à Internet, hein, non? Non. Oui, non, c'est pour ça, je pense. Bon, on s'en passera. C'est pas ça, on l'a fini. En 1992, l'Union européenne voit le jour avec la signature du traité de Maastricht. Fabrice devient champion olympique du combiné nordique au JO d'Athènes. Et la France voit débarquer cette petite étiquette colorée sur les appareils électroménagers. Elle arrive justement à une époque où, d'une part, on observait la naissance du mouvement de la fast fashion, et où, d'autre part, on commençait à parler de réchauffement climatique. Cette étiquette, c'est un peu une petite révolution écologique. Elle va permettre d'attribuer une note énergétique aux appareils. De G pour les plus gourmands d'énergie, à A pour les plus économes. Et donc d'informer les gens sur leur consommation et de les pousser à acheter des produits moins gourmands en énergie. L'étiquette énergétique a eu tellement de succès qu'elle s'est étendue à l'automobile et au bâtiment. Tout à fait. Avec 45% de la consommation d'énergie en France, le bâtiment est un des secteurs les plus gourmands en énergie. Bon, ça reboucle, hein, parce que c'est le même, c'est pas en plus. Vous voyez qu'elle devient assez moins belle. Tout à fait. Ça revient à améliorer son niveau de consommation. Et pour ça, il faut réaliser des travaux de rénovation. Quand on aura fini les travaux, bien sûr, ça nous ouvre une étiquette énergétique. Tout à fait. Mais il y a quand même des règles à respecter. Par exemple, il vaut mieux qu'on refasse l'isolation avant de changer sa chaudière, car on travaille généralement sur l'efficacité énergétique passive avant de travailler sur l'efficacité énergétique active. Je m'attends bien. Si on commençait l'épisode, il faut que je t'explique. Allons découvrir comment mesurer et optimiser l'efficacité énergétique. On va répondre aux questions. Donc, on n'a pas une heure, on a compris. Le concept de l'efficacité énergétique. Est-ce que je passe cette petite vidéo? Non, je la laisse, elles sont bien vidéos. Moins on consomme d'énergie, plus c'est efficace, encore plus c'est performant. Si on prend l'exemple, pour éclairer une pièce, on a le choix entre une ampoule à incandescence ou une ampoule LED. Une ampoule LED, pour le même éclairage, va consommer moins d'énergie, tandis qu'elle est plus efficace. C'est tout? Ouais. Donc ça, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, donc en fait, c'est bien quand il consomme moins d'énergie pour un même service rendu. Ok. Entre autres termes, l'appareil est plus performant. Mais elle coûte plus cher. Qu'est-ce qui coûte plus cher? L'ampoule LED, non? Ah oui, elle coûte plus Oui, cher. elle casse moins vite. Bien sûr. On n'allait pas nous vendre des trucs qui durent plus longtemps. Sans faire un petit qui durent plus bénéfice au longtemps. passage. J'ai envie de dire oui, parce que ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. On a de la technologie, on a de l'avance sur les concurrents, on va essayer de vendre plus cher. Maintenant, est-ce qu'en valeur réelle, absolue, elle vaut plus cher, ça? C'est la question. Dans le secteur du bâtiment, cela revient à réduire donc les consommations d'énergie pour des installations et conserver un bon niveau de confort. Parce que là encore, en fait, face à la consommation d'énergie, on est bien dans un comportement, comme vous disiez tout à l'heure, et du confort d'occupant. Bref, il faut remplacer une chaudière de 1985 par une chaudière améliore l'efficacité énergétique, selon vous. Là, vous avez la réponse avec ce qui a été dit avec les LED. Il vaudrait mieux. On voit. Oui, Oui. c'est vrai. Effectivement, si on améliore pour un même service rendu de confort l'équipement et non sa conso, nous sommes d'accord, nous sommes dans de l'efficacité énergétique. Qu'en est-il de l'interdiction des chaudières fioul à partir de maintenant, je crois, dans peu de temps? En termes d'installation, de Oui. rénovation, je ne sais pas exactement, j'ai un copain qui est là-dessus, mais je ne sais pas. Si c'est maintenant vraiment interdit ou pas. Ben, Je pense que oui. j'ai entendu dire que ce l'était. Oui. Parce que je connais des gens qui ont une chaudière à bout de course et qui se posaient problème parce qu'ils n'ont pas de sous pour... Il me semble que oui. On n'a plus le droit d'en remettre.
On peut les réparer. On peut les réparer. Oui, on peut les réparer. Jusqu'à un certain niveau, je crois. Alors, quand j'ai pas la réponse précise, je dis je sais pas. C'est bien, c'est bien. Quand je connais, je dis, franchement, Il vaut mieux. je sais pas. Repeindre un mur en blanc améliore l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Comment ça? Vrai ou faux? Ça dépend s'il y a du soleil. À l'extérieur ou à l'intérieur? En plus, le blanc, ça rajoute ça. À l'extérieur ou à l'intérieur? Là, ils n'ont pas précisé. Moi, je dirais non. Parce que c'est une question. J'ai entendu que dans les villes, par exemple, où les murs sont clairs, dans les villes calcaires, il y avait des problèmes de réverbération qui faisaient que la température dans les rues était supérieure. Ah non, c'est le. Ça c'est l'inverse. C'est l'inverse. l'inverse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au C'est le Qatar et en noir. Arabie Saoudite, ils ont mis la chaussée en bleu ciel, pour que. Ah oui, pour qu'elle absorbe. Et ils ont descendu, je crois, de 15 degrés de la différence avec. C'est des stratégies, on va dire, pour les îlots de chaleur. Par exemple, surtout dans les zones urbaines. C'est pour ça ici, j'ai pas trop compris le boulevard. Je m'attendais au moins à voir les trottoirs en beige. En clair. Oui. Voilà, pour réduire, on va dire, l'effet d'îlots de chaleur. Et on va les chercher toujours à renvoyer le rayonnement thermique plutôt que de l'accumuler. Même si la matière l'accumule, Oui, c'est ça. Oui. mais on sait que le blanc, en fait, va plutôt le renvoyer et réfléchir, le rayonnement. Donc effectivement, là, la réponse, en fait, c'est faux. Améliorer, repeindre un mur en blanc, ça ne va pas nous permettre d'améliorer l'efficacité. Oui, mais ça renvoie la chaleur dans l'atmosphère. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce C'est en millimètres, c'est par rapport à la clim. On appelle ça l'effet radiatif. c'est pas simple. Pour l'éclairage, ça a une incidence du Clairement. intérieur. Nous, par exemple, à la maison, pour réduire, on va dire, les demandes de conso, on a pris des coloris plutôt blancs. On a joué, en fait, sur la réflexion des matériaux. C'est-à-dire, on a un plan de travail, on a un sol qui réfléchit davantage. On va dire le rayonnement du soleil, parce que la maison est orientée sud, parce qu'elle a des grandes baies vitrées. Et effectivement, quand on voit chez nos voisins, ils ont tous allumé leur lumière. Généralement, dans la rue, quand tu passes chez moi, tu vois chez moi, il n'y a pas de lumière. Parce qu'en fait, on a encore un niveau en termes de lumens suffisant, si tu veux. Maintenant, on n'est pas à 500 lumens, mais on est à 80 lumens sans aucun problème. Donc, on a un niveau d'éclairement suffisant. Donc, le blanc, lui, peut permettre de faire des économies d'énergie. Mais on ne sera pas, on va dire, dans une efficacité énergétique, pour répondre à la question. Et puis les couleurs claires, c'est quand même plus gai. Oui, mais ça peut être froid aussi en période d'hiver, quand tu n'as pas de chauffage. Donc, toi, c'est... Remplacer une lampe à incandescence par une lampe LED améliore l'efficacité énergétique. Oui. La formule, donc, on est bien sur l'efficacité énergétique, c'est bien le service délivré en kilowattheure divisé par l'énergie consommée. Ok. Donc, prenons l'exemple de Sarah. Actuellement, Sarah chauffe sa maison à 19 degrés. Elle a donc besoin de 100 kWh par jour sous forme de chaleur pour fournir cette chaleur. Sa chaudière consomme 120 kWh. Elle a besoin de 100 kWh par jour sous forme de chaleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la déperdition de la maison. Donc elle a donc 100 kWh de déperdition. Pour maintenir sa température à 19 degrés, elle est obligée d'emmener 100 kWh de chauffage. Vous vous souvenez de ma baignoire avec ses fuites? Okay. Donc elle a 100 litres d'eau de fuite. Donc pour maintenir son niveau d'eau, elle est obligée de ramener 100 litres d'eau. Mais pour obtenir 100 litres d'eau dans sa baignoire, elle va tirer sur le réseau 120 litres. Parce qu'il y a des fuites. Il y a des fuites au robinet, au niveau des vannes, au niveau du tuyau. Donc, l'efficacité énergétique, hop, ça va sauter. C'est donc 100 par 100 litres divisé par 120, ça a bougé. Okay. Et ça, l'efficacité énergétique que vous en faites obtenue, elle est de 0,83. C'est donc le rendement, l'efficacité. Ok? Comment Sarah peut-elle améliorer son efficacité énergétique de sa maison? On va le savoir tout de suite. Alors Sarah, dans sa maison, aujourd'hui, elle chauffe à 19 degrés. Elle a un besoin de chauffage de 100 kWh et son système de chauffage, chaudière ou autre, va consommer 120 kWh pour assurer les 19 degrés. Maintenant, pour améliorer cette efficacité énergétique, elle a plusieurs options. La première, c'est bien sûr d'isoler sa maison. Elle va faire baisser son besoin de chauffage, il y aura moins de perte thermique. Son besoin serait alors de 96 kWh au lieu de 100. Et sa consommation serait de 210 kWh
serait alors de 91%. Elle peut évidemment faire les deux, isoler sa maison et changer sa chaudière. En isolant, le besoin de chauffage passe de 100 à 96 kWh, et en changeant sa chaudière, ça fait diminuer ses consommations, et ça les fait passer à 100 kWh. Du coup, son efficacité énergétique serait maximale avec 95%. Vous avez compris l'efficacité énergétique, sur quoi ça repose? Mais c'est plus cher. Non, pas forcément. Si on fait les deux, c'est plus cher. Pas forcément. Et c'est la deuxième partie que j'ai l'intention d'entamer. 3 options: isoler sa maison, changer sa chaudière, faire les deux. Différencier l'efficacité énergétique active et passive. On se donne jusqu'à la demi? On essaie jusqu'à la demi? Ouais. Ce qui concerne Le quart. l'utilité cumulative, et notamment la performance de l'emploi. On se prend une deuxième partie? Les matériaux et l'isolant qui vont être utilisés pour la toiture, les murs, le plancher et les menuiseries. L'efficacité énergétique active, ce sont les systèmes qu'on va utiliser dans le bâtiment, que ce soit pour le chauffage, l'eau chaude, la ventilation, etc. Ça comprend également tout le pilotage et la régulation qui permet à l'usager de gérer ses consommations d'énergie. Donc, à retenir, l'efficacité passive, c'est la propriété en fait du bâti, on est bien dans l'enveloppe, et l'efficacité active, c'est la performance des systèmes. L'efficacité énergétique, c'est bien l'efficacité, on va dire, des deux rassemblés. Quels travaux de rénovation peuvent améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment? Changer les menuiseries, portes, fenêtres, isoler les bâtiments, murs, planchers hauts, bas et combles. Quels travaux de rénovation peuvent améliorer l'efficacité énergétique active d'un bâtiment? Installer une VMC Hydro, par exemple, remplacer une chaudière existante, installer une pompe à chaleur dans le cas où effectivement elle est morte, installer des systèmes de régulation de systèmes, justement, pour gérer les températures, thermostats, etc. Les bonnes pratiques, donc scénario 1. Donc ça, je pourrais vous les, si vous voulez, ça, Abid, tu pourras les diffuser sur ce genre de photos. D'accord, Ça, tu... ça on peut. Ok, parce qu'en fait, ça peut aider vraiment les gens. On a vraiment les scénarios. Entre le 1, le remplacement de la chaudière puis l'isolation du bâti, puis on va dire autrement l'ensemble dans le bon ordre. Scénario 2, isolation du bâti, puis remplacement de la chaudière. Là, on est vraiment sur le sens à privilégier. Ou je te ferai une copie, je te l'enverrai un truc propre. Je te fais un truc propre. Un truc propre. Ok, je le prends au cas où. La bonne pratique. Il faut toujours penser par améliorer l'efficacité énergétique passive, donc du bâti. Okay. Donc là, c'est des petits jeux. Donc j'aime bien faire des jeux. Tu parlais de pédagogie tout à l'heure, en début de la présentation. Et je fais souvent des jeux comme ça. Donner un exemple de travaux de rénovation qui permet d'améliorer l'efficacité passive d'un bâtiment, donc changer le menuiserie, etc. Question 2, la même chose sur l'efficacité énergétique, VMC, Hydro, thermostat, tous les équipements. Question 3, comment est calculée l'efficacité énergétique? Vous vous souviendrez, c'est le service délivré en kilowattheure divisé par l'énergie consommée. Question 4, qu'appelle-t-on l'efficacité énergétique totale? Là, je vous laisse répondre. Tu ne fais pas une interro quand même. Si. C'est la passive plus l'active. Très bien. Question 5, lorsqu'on a le choix, quelle est l'efficacité énergétique à améliorer en premier? L'enveloppe. Facile. Très bien. Bien. Vous travaillez chez Rénov', votre chef vous propose une mission, l'aider à accompagner un client, il ne sait pas par quoi commencer, ni comment s'y prendre, il vous demande des conseils. Donc là, je ne fais pas l'exercice, qu'il faut en fait que je donne un livret. Ça, c'est client, c'est la maison, donc on va dire qu'un système de radiateur, une VMC dans les combles, on voit qu'il est très bien installé. Un ballon d'eau chaude, j'ai l'impression qu'il n'est pas calorifugé. Une démarche de travaux, donc on ne va pas rentrer dedans, maintenant je passe. Monsieur Blanc, on commence par la passer. Je crois que je vais les composants, donc là on va commencer dans la réno les travaux. Donc moi je vais vous donner un autre cas, je vais vous montrer autre chose. Une maison sur Saint-Jacques, un occupant. Et vous montrer en fait la réno, comment ça marche. Est-ce que c'est un peu short. Autrement, on la fera. Oui, il dit, bah, si tu veux, on peut faire une. Oui, tu disais faire une partie 2. Je ferai une partie 2. Si ça vous intéresse. Je vois bien. Bah, oui, Ok. Là, on va
parcourir, puis on va pas... Ouais, je vais sauter les étapes. En fait, je vais pas faire quelque chose de bien. Je vais juste essayer de permuter, de vous montrer ce qu'on fera en jour 2. Je peux dire ça ainsi. Juste une seconde, je change d'appareil et c'est ce que ça se trouve sur celui-là maintenant. Sur la tablette. Parce que lorsque j'interviens pour faire un peu de conseil, quand même, parce que ça m'arrive d'en faire, je prends ma tablette et c'est beaucoup plus facile qu'un ordinateur. Donc je vais couper une seconde ici. Est-ce que ça répond à quelques questions? Peut-être pas forcément celles avec lesquelles vous veniez ce matin, mais ça vous éclaire un petit peu ou pas sur la règle, comment ça marche? Oui, il y a des choses techniques qui sont intéressantes à connaître et qu'on ne trouve pas parfaitement ailleurs. Clairement, ouais. Surtout qu'il y a des moments, il y a des maisons peut-être classées en D ou en C qui sont mieux isolées que des maisons classées en A, alors que c'est juste le système de chauffage qu'il faut qui est changé. Si le A est électricité et que le D est au fuel... Mais ça, dans les appartements... Vous vous souvenez, on avait fait la première séance, j'avais parlé de l'énergie primaire oui. Et l'énergie finale. Ben, c'est exactement ça. On consomme 100 kWh, on va dire, avec une énergie électrique. Okay, même si elle émettra moins de CO2, elle va avoir un meilleur classement énergétique que si on prend une étiquette, parce qu'en fait, c'est le coefficient entre l'énergie primaire et l'énergie finale qui prévaut. D'accord? Mais ça, je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Donc je rattaque là, je veux juste vous montrer quelques choses. C'est pas un critère économique, c'est un critère environnemental d'abord. Alors, il y a l'économie, et l'économie, donc là c'est l'aspect, si tu veux, que je vais vous montrer un petit peu quelques secondes sur qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois. Là on est sur le rapport environnemental et économique. En fait, le bon choix, c'est les deux en même temps. Privilégier l'aspect économique, c'est un calcul plutôt de court terme. Si on est dans une logique, alors après tout dépend de chacun, mais je parle de court terme pour quelqu'un de plus jeune que toi. Il ne faut pas m'en vouloir. Voilà, quand on a une maison, on se rend compte d'une chose, à 40 jusqu'à 50 ans, on va privilégier, on va dire, notre confort inévitablement. On part du principe que si on a des enfants et si on peut le faire, pourquoi pas leur transmettre. Et transmettre, on va dire, un truc complètement pourri qui ne tiendra pas ou qui sera complètement obsolète par rapport aux critères d'évaluation à venir, c'est peut-être pas un cadeau à faire. Okay, dans ces cas-là, des fois, il faut mieux rien faire, et c'est plutôt de transmettre autrement que de laisser, on va dire, une planche pourrie à quelqu'un. C'est pas... faire des travaux, et aujourd'hui, moi, ce que je déplore le plus, c'est quand je vois que beaucoup de travaux sont réalisés en dépit vraiment du bon sens. C'est-à-dire, on fait des travaux d'économie d'énergie sans les faire de manière qualitative. On va les revendre, on va les donner aux futures générations, parce que c'est ce qui se passe, on revend, on revend les biens. Et on sait on remet des constructions qui sont ni adaptées, on va dire, à l'évolution du climat, qui sont mal réalisées, dans lesquelles on génère des désordres, avec le mot très juste du pont thermique. Parce qu'aujourd'hui, énormément de travaux sont réalisés avec un maximum de pont thermique. La gestion de transfert de vapeur d'eau, on construit à l'ancienne. Donc, c'est-à-dire que tous les phénomènes de membrane, justement pour gérer les transferts de vapeur d'eau, elles ne sont pas mises parce que, soi-disant, ça coûte trop cher. Et on remet, on est en train de transmettre et de revendre des biens, et on sait très bien que dans 20 ans, ils seront plus bons. Donc, on est vraiment dans une stratégie par rapport, on va dire, à ces travaux, de se dire, c'est pour moi, je vais avoir du confort jusqu'à la fin, et transmettre quelque chose de bien. C'est quelque chose que je vais rénover et revendre très vite, parce que je ne tiens pas à ce bien-là, où je n'ai pas les moyens de le garder, et je veux juste rentrer dans les cases pour rentrer, on va dire, dans les barèmes de l'État, pour être FSG, et pas me retrouver coincé avec une dévalorisation de biens, mais au contraire, avoir une maison avec une belle étiquette, mais si ça tient ou pas, je m'en fous. Tout dépend intellectuellement dans quelle démarche on est. Ou si on est dans une logique, je dirais, ça c'est ma manière de penser, elle n'engage que moi, un peu plus saine, on se dit, tant qu'à faire des travaux, les faire de manière à ce qu'ils tiennent, si je dois le léguer à quelqu'un, au moins je ne laisse pas un truc pourri, je vais essayer d'éviter de contribuer au changement climatique. Et quand on fait le bilan, on se rend compte en fait que nos travaux,
quand ils sont bien réalisés, ils peuvent être faits financer en très grande partie, parce qu'il y a quand même énormément d'aides, même pour des revenus, je dirais, assez conséquents, et avoir une facture énergétique qui, au bout du compte, est moins chère après travaux, même si on a lâché, là j'ai un exemple là, sur Saint-Jacques, il doit avoir 130 000 € de travaux. Le revenu, on était pas mal, c'était pas 120 ou 130, mais on devait être à 80 000 € dans le couple. Donc disons c'est quand même assez confort. Les gens ils partaient du principe qu'ils n'allaient pas faire les travaux parce qu'ils n'avaient plus les moyens de les faire, parce qu'ils venaient d'acheter le bien. Et au bout du compte, lorsqu'on a tout listé, on a fait le calcul de leur facture d'énergie simulée à 19 degrés de température, avec 2 enfants. Donc on a considéré le nombre de douches, le comportement, savoir si c'est une machine à laver, une livebox. Bref, on a listé tous les équipements, les déperditions de chauffage. On s'est rendu compte qu'en fait, au bout de 15 ans, donc durant les 15 premières années, ils avaient une économie d'énergie en ayant réalisé les travaux, une augmentation du pouvoir d'achat qui était de 130 € par mois en ayant fait leurs travaux. Et ils avaient amélioré, on va dire, leurs biens en termes de valorisation de 25%. Et ils avaient pu avoir froid pendant les 15 prochaines années dans leur maison. Donc en fait, ils gagnaient sur toute la ligne. Et c'est ça en fait que je vais essayer de vous montrer la prochaine fois, comment ça se passe, comment il faut procéder. Il va peut-être falloir que je prenne du réseau. Partage. Ouais, mais je vais essayer de partager ton truc. Ça tourne, ça tourne. Nous sommes désolés, une erreur s'est produite sur l'exécution. Souhaitez-vous être contacté? Je ne souhaite pas être contacté, c'est parce que j'ai un tout petit souci de réseau. Si c'est bon, j'ai ouvert, j'en ai fait une toute dernière il n'y a pas longtemps. Donc là, par exemple, celle dont je parle, c'est une maison qui se trouve au Bonlieu, à Saint-Jacques. C'est un homme d'une quarantaine d'années qui savait que j'allais montrer, on va dire, son projet, et il a bien voulu jouer le jeu. Alors j'espère par contre que j'ai réussi à la télécharger, parce que là pour l'instant je n'arrive pas à la télécharger. On va l'ouvrir. Simulation, donc la prochaine fois on fera tout le process, ok? Et on va essayer de prendre une de vos maisons. Peut-être la vôtre si vous voulez. Si vous avez des plans de votre maison, tout du moins des maîtrises, et on va pouvoir en fait en faire le cas d'école. Et comme ça, vous allez obtenir en fait l'ensemble des résultats que vous avez derrière l'écran. Donc avec un état initial, on avait une maison qui consommait 268 kWh par mètre carré par an. Elle était classée F. La maison est assez grande, elle est quand même de 230 mètres carrés. Ok. Première phase de travaux, on arrive à 233 kWh. On a fait plusieurs simulations, ok, avec des coûts de facture, des valorisations de biens, des diminutions de consommation d'énergie en fonction des typologies de travaux, le classement énergétique et les émissions de gaz à effet de serre par mètre carré par an. ok. Donc on a les différentes simulations et à la fin, ce qu'on a obtenu, donc ce sont les estimations, on va dire économiques. Alors par contre, je vais essayer d'être, parce que normalement la rémunération ne peut pas apparaître. Synthèse des variantes. Je vais aller plus loin. Est-ce que je peux générer ici le PDF? Je vais essayer de le générer. On est sur un audit. On va faire un audit incitatif, non réglementaire. Alors la différence entre un incitatif, celle qui vous tient le plus à cœur, vous êtes la seule là, dans laquelle ça va avoir un projet ou il y a quelqu'un d'autre? Si vous êtes la seule, la vôtre. Hein. Mais plutôt Saint-Jacques, plutôt. Je m'en fiche. Bah, disons, celle qui peut vous rendre service. Ça peut être intéressant pour les autres. C'est une maison de campagne, donc c'est. Ça peut être plus intéressant pour les autres qui sont non, pas là ou qui vont l'entendre en fait, parce que il risque d'avoir dans ta maison des questions qui vont se poser à beaucoup de gens. De toute façon, l'autre maison, c'est compliqué de savoir ce que ça consomme. Oui, on peut collective. Moi j'ai regardé ça. On dirait comment on construit la bête.
Oui, oui, ben, j'espère qu'on va pouvoir la fixer aujourd'hui. C'est l'espoir fait vivre, mais bon. Oui, il y aura certainement bouquettes. On l'a un petit peu de tard, c'est pas notre critique. Non, c'était de ma faute, j'ai oublié. C'est vrai que c'est bon, ça va pas gêner du tout. J'ai pensé à tout sauf à... De façon à pouvoir se digérer. Ok, oui, ben, c'est sûr que c'est compliqué. On va voir avec Christophe. Et surtout, aussi, ça repose également sur vous, parce que si on n'a pas vos éléments, on ne pourra pas le faire. Le cas d'école. Qu'est-ce qu'il vous faut comme élément? Le plan qui fait chaud. On va dire si vous avez le plan avec les métrés, les équipements, la moitié, on va dire l'ensemble des éléments, ce que vous avez en termes d'éléments de chauffage, production de chaud. Si vous avez ça, oui, ou autrement on fera un autre cas. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Merci. Non, rien, on va là. Oui, non, j'ai pas. J'arrive pas à les sortir si on avance. J'aurais aimé vous montrer. Et j'arrive pas à sortir mes rapports. Oui, bah, c'est sûr que la connexion est Là, je comprends. lente. C'est 3 fois que je fais la manip. Rien à faire. Je les coups. Vous êtes une association? Non, non. Vous n'aimez pas. Non. En fait, j'ai un centre de formation dont je connais très bien. Ah oui, Christophe. Et il y a quelques années, en fait, j'étais chargé par l'ADEME en partie de faire de la formation de formateurs dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Donc j'intervenais auprès des CFA, auprès des organismes privés, auprès de l'éducation nationale pour former, on va dire, les futurs animateurs des centres de formation dans la rénovation énergétique. J'ai une spécialité, c'est la pathologie de l'enveloppe, parce que je suis spécialisé dans la physique du bâtiment en fait. C'est pour ça que quand tu me parles de spécialité sur la thermique et tout ça, c'est mon truc. Et depuis quelques années, donc en fait, j'ai eu un problème de santé assez lourd. J'ai levé le pied, j'essaie de rebondir. Et depuis maintenant presque 2 ans, je refais de la formation pour les entreprises du bâtiment, pour de la maîtrise d'œuvre. J'interviens dans la démarche de décarbonation de l'industrie au niveau de Bretagne avec une estampille acte transition, je connais le bas carbone, donc de l'ADEME. J'interviens comme consultant on va dire, pour les OPCO, les organismes paritaires, pour les entreprises. J'interviens dans de l'accompagnement. Et là, je suis mandaté depuis maintenant 6 mois par un organisme de qualification qui s'appelle Calibat pour aider les entreprises à garder leur qualification métier. D'où la raison pour un moment j'ai eu un truc menuiserie, parce que là on a des problématiques sur l'ITE, sur la pose des menuiseries et sur certains équipements posés, et il faut accompagner les entreprises. Et donc je suis chargé au niveau régional de ça. Et là aujourd'hui, vous intervenez par amitié. Par citoyen, quoi. Voilà, Voilà, parce que j'ai été élu.